Bonsoir, très bonne soirée à toutes et à tous. J'espère vraiment que vous avez passé une agréable journée. C'est le moment pour vous de vous détendre devant votre petit écran avec les news, mais aussi avec ces espaces de discussion autour de la santé et du mieux-être. On se dit tous et tout de suite et ça démarre. Alors chaque année en moyenne, 4000 FIV sont réalisées au Maroc. La FIV, ou fécondation in vitro, est une technique de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, c'est-à-dire une rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule en laboratoire in vitro, donc en dehors du corps de la femme. Ce soir, je vous propose d'une part de revenir sur cette décision prise par le ministère de la Santé marocain d'intégrer certaines classes thérapeutiques indiquées dans la prise en charge de la fertilité à la liste des médicaments remboursables dans le cadre de l'AMO, décision qui pourrait justement encourager plus de couples à se tourner vers la FIV. D'autre part, il serait également intéressant de comprendre pourquoi une FIV n'est pas forcément synonyme de grossesse. J'en parle ce soir avec vous, professeur Omas Frioui. Vous êtes professeur de gynécologie. Bonsoir professeur, comment ça va? Bien, merci Yasmine et merci de votre invitation. Avec Encore plaisir, une fois, c'est toujours un plaisir d'être Merci infiniment. Merci professeur. Vous êtes également président de la Société marocaine de la médecine de reproduction et de médecine fœtale. Donc ce soir, on va d'abord essayer de comprendre ce que cette décision qui date du mois de janvier dernier par le ministère de la Santé marocain d'inclure dans la liste des médicaments pris en charge un bon nombre de médicaments utilisés dans la thérapeutique autour de la fécondation in vitro. Donc pour vous, en tant que spécialiste et président de cette société savante, qu'est-ce que ça représente? Écoutez, ça représente beaucoup. D'abord, un petit succès d'un long combat qu'ont réalisé toutes les sociétés savantes qui s'occupent de la fertilité, dont la nôtre également. Et puis, un succès pour tous les couples infertiles. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a à peu près 12% de couples en âge de procréer qui souffrent de problèmes d'infertilité. Si on veut extrapoler, ça fait à peu près 1 700 000 Marocains qui souffrent de problèmes d'infertilité. Donc l'intégration d'une nouvelle liste de médicaments, notamment les inducteurs de l'ovulation dans la prise en charge par l'ANAM, est effectivement quelque chose de très positif, notamment pour les couples qui ont des problèmes financiers. Vous savez que la fécondation in vitro au Maroc souffre essentiellement de problèmes économiques. Le coût n'est pas à la portée de tous les couples et cette prise en charge des médicaments va probablement encourager beaucoup de couples qui sont dans la frustration à franchir le pas, puisque le coût des médicaments représente à lui seul pratiquement 40 à 50% du coût de la tentative. Donc vous imaginez le gain que c'est pour cette population, 1 700 000 Marocains. Et je ne parle pas que de la fécondation in vitro, puisque ces médicaments sont utilisés. On les utilise dans d'autres... Dans des traitements assez simples Exactement, dans les inductions de l'ovulation, dans les inséminations artificielles. Donc, c'est des traitements qui sont assez coûteux et l'État a pris sa responsabilité pour prendre en charge ces médicaments. Je pense que c'est une grande avancée. Elle n'est certainement pas suffisante, mais on prend déjà ce qu'on nous donne et on va continuer le combat pour essayer d'avoir mieux. Et plus pour ces couples qui sont dans la frustration et qui vivent des problèmes psychologiques et sociaux assez lourds. Vous pouvez me croire. Alors justement, au début des années 2000, on pratiquait en moyenne 2000 FIV par an au Maroc. Aujourd'hui, on en est à 4000. Un pays voisin comme la Tunisie, qui compte beaucoup moins d'habitants, c'est-à-dire 10 millions contre 36 au Maroc, réalise déjà 8000 FIV annuellement. Avec cette avancée, cette prise en charge de l'AMO de certains médicaments, on peut arriver à combien justement de FIV supplémentaires? Écoutez, malheureusement, celui qui peut se projeter en période de Covid, et en période de crise économique assez lourde, je lui tirerai mon chapeau. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce sera une avancée à moyen terme. Nous, en tant que société savante,
on projette, vous savez, malheureusement, l'année 2020 a été une année catastrophique pour les centres de fertilité. Pour les centres de fertilité, dans les coûts sont les mêmes, hein, puisque le personnel ne change pas. Tout à fait, on a pratiquement accusé une baisse de 45 à 50%. Donc on a pratiquement fait moins de 2000 tentatives, tous les centres confondus en 2020. Donc il y a probablement quelque chose, un retard qu'il faudra rattraper. Déjà pour répondre aux besoins qu'on avait pendant les années d'avant 2020. Mais on pense qu'il va y avoir une petite augmentation. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Le temps m'a prouvé que malheureusement au Maroc, la fibre reste un luxe, ce qui ne l'est pas dans pratiquement tous les pays du monde. Hein, et je veux tirer une sonnette d'alarme. Au Maroc, il y a un besoin d'environ 30 à 35 000 tentatives par an. Nous répondons à moins de 10% des besoins réels. Donc voilà, vous imaginez tous les couples qui sont dans la détresse, qui sont extrêmement nombreux. Mais ce ne sont pas les compétences qui manquent, professeur Sfrioui, rappelons-le, c'est vraiment une question de budget, d'argent. Pas du tout, madame, tout à fait. Hein. Vous savez, le Maroc a la chance de disposer de beaucoup de centres, malheureusement en majorité dans le privé. Nous, en tant que société savante et en tant que SMMR, nous encourageons vivement le partenariat public-privé. Je voudrais le dire à travers vos ondes et votre écran, si vous le permettez. Nous estimons que le Maroc a besoin de centres universitaires de fertilité de pointe. D'abord pour permettre à la population qui n'a pas les moyens d'y accéder, et de deux, pour permettre aux Marocains de s'adapter, de se vulgariser par rapport à ces process. Beaucoup de Marocains ne savent pas que ça existe, c'est malheureux, en 2021. Et en plus, tout ce qui est domaine de recherche, même si quelques centres privés font des efforts, vous savez que la recherche aujourd'hui et la Covid l'a démontré, les pays qui ont été les plus avancés dans la recherche sont ceux qui se sont le plus probablement sortis et qui sont sortis par la grande porte en ce qui concerne la crise de la Covid. Et la fertilité est un domaine de pointe où la recherche représente réellement un domaine d'élitisme. Et le Maroc a besoin de faire de la recherche dans ce domaine et elle peut se faire certainement mieux dans le cadre hospitalo-universitaire. Et nous avons nous-mêmes, en tant que société, encadré des embryologistes, assuré des formations, mais malheureusement, les centres traînent à voir le jour. Hein, et nous attendons vivement que des centres universitaires arrivent et performants. Il y en a 2 au Maroc, mais qui fonctionnent bon an, mal an à 20-30% de leur capacité parce qu'il y a des problèmes parfois d'arrêt d'activité, etc. Mais bon, je vais passer outre. En tout cas, on encourage les centres universitaires à se doter de centres de fertilité. À cause des subventions, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent de travailler ? Non, c'est un problème de logistique. La FIV est une spécialité extrêmement délicate où il faut répondre à la seconde, pas à l'heure, pas à la demi-journée, mais à la seconde. Et ils sont parfois confrontés, nous avons tous sont nos amis, et quand on discute avec eux, ils ont des problèmes de logistique. Parfois, je vous donne des exemples, on peut recevoir des lots de plastique. Vous savez, l'embryon est quelque chose de très délicat qui mérite d'être cultivé dans les meilleures conditions et les conditions les plus drastiques. Et donc, ils ont parfois des petits soucis de logistique, d'arrivée de produits qui font que, malheureusement, parce qu'au niveau public, il y a des cahiers de charges, il y a des formalités administratives qui sont un peu ralenties et la FIV ne permet pas le ralentissement. Il faut avancer très vite, il faut agir vite. Voilà. Mais donc, justement, beaucoup de départements sont concernés, non seulement ces centres de recherche universitaires, mais aussi d'autres départements de pointe aussi au niveau des hôpitaux. Alors, professeur Sfrioui,
On va aussi, et ça c'est aussi, on va dire, l'un des axes principaux de ce soir avec vous, comprendre pourquoi, dans ces 4000 en moyenne de FIV réalisées annuellement au Maroc, ça ne veut pas forcément dire 4000 naissances. 4000 FIV réalisées, on a combien de chances de réussite en moyenne? Et pourquoi? Écoutez, nous n'avons pas de registre de fécondation in vitro au Maroc. Malheureusement, et je pense qu'il tarde à arriver, mais il finira par le faire, surtout si le remboursement arrive. Donc, le ministère va probablement demander un registre à tous les centres. Ça nous permettra d'abord d'évaluer la qualité du travail de tous les centres de fertilité et de deux, d'avoir une idée sur le nombre de naissances. Je vais vous donner des chiffres internationaux et je me permettrai de vous donner aussi quelques chiffres que je maîtrise. Par exemple, au niveau européen, le registre de la Société européenne de reproduction humaine en 2018, il est mis à jour tous les 2 ans. Il donne à peu près 27 à 28% de taux de naissance vivante, tous pays confondus. Bien sûr, les chiffres vont changer d'un centre à un autre et également d'un pays à un autre. Tout dépend des mesures du système de prise en charge, d'assurance maladie, les systèmes de qualité qui sont mis en place. Mais bon, normalement, on a à peu près le quart, 26 à 27% de naissances par tentative de fécondation in vitro, c'est-à-dire sur 100 fécondations in vitro, on va avoir à peu près 27 naissances vivantes. Il y a des pays comme les pays scandinaves qui arrivent à 34-35% de naissances vivantes. Parce que l'objectif d'une fécondation in vitro, comme vous l'avez bien dit, n'est pas une grossesse. Si c'est une grossesse qui va finir par une fausse couche, c'est bien pour les statistiques, mais ce n'est pas bien pour le couple. Le couple vient pour avoir un projet de naissance, un enfant en bonne santé qui ramènera un jour chez lui à la maison. Donc, au Maroc, il y a des centres. Bon, notre centre, on est à peu près en 2020, on a conclu l'année à 39% de grossesse et on est à 33% de naissances vivantes en 2019. Je pense que tous les centres marocains donnent des chiffres assez satisfaisants, mais nous n'avons pas de registre. C'est-à-dire que si on veut extrapoler, il y a à peu près 1200 à 1400 bébés qui naissent tous les ans par fécondation in vitro, qui n'est pas énorme, surtout dans un pays qui, aujourd'hui, vous savez que le Maroc a un indice synthétique de fécondité qui commence à baisser. Les derniers chiffres parlent de 2,1 à 2,2 d'enfants moyens par famille. Donc, on est vraiment au seuil minimum, au-dessous duquel nous risquons d'avoir une inversion de la pyramide générationnelle. Ouais. Mais si vous permettez, professeur, voilà, comment on explique... Comment on explique qu'il y ait, on va dire 30% de réussite d'une FIV? Oui, un chiffre va probablement vous permettre de comprendre ce que fait la fécondation in vitro. Vous savez, je vais vous donner un chiffre. Quel est le pourcentage de grossesse ou les chances de grossesse d'un couple qui va avoir un rapport sexuel en période d'ovulation, jeune, sans aucun problème? Il est de 15%. C'est-à-dire que uniquement 15% des couples qui n'ont aucun souci vont avoir en un cycle une grossesse. La FIV fait au moins 2 fois mieux. Donc, elle fait certainement mieux que Dame Nature. Ça, c'est Dame. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une fécondation, qu'une tentative, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre d'esprit ce mot tentative. Dans le mot tentative, nous tentons, nous essayons d'avoir une grossesse. Il y a plusieurs critères. D'abord, les critères humains, les critères du couple. L'âge de la femme est quelque chose qui joue de façon extrêmement importante. On ne cesse de le dire aux femmes, même si des fois on va les vexer, puisque après 35 ans, ce qui est très jeune pour une femme et pour l'âge d'une femme, on sait malheureusement que les ovaires ont un âge qui va avancer plus rapidement que l'âge physiologique. Donc au-delà de 35 ans, nous constatons qu'il y a un déclin de la fertilité chez la femme. Mais je vais rassurer mesdames pour leur dire que nous avons prouvé, nous d'ailleurs, en tant que dans notre centre de recherche au niveau de notre structure de fertilité, on a
publié il y a 1 an et demi un article qui fait référence au niveau mondial aujourd'hui. Nous avons prouvé que l'homme aussi déclinait sa fertilité au-delà de 45-50 ans. Donc, il y a plus de fausses couches et moins de chances de grossesse chez l'homme de plus de 50 ans. Donc, c'est peut-être un peu plus âgé, c'est moins juste ou plus injuste. Mais en tout cas, l'homme aussi a sa part, l'âge de l'homme a sa part de responsabilité. La cause de l'infertilité, il est clair que si c'est une infertilité liée, par exemple, à un problème tubaire, juste des trompes qui sont fait obstruer, alors que le couple a tous les critères qui sont bons, les chances de grossesse seront certainement meilleures qu'une femme qui va souffrir d'une endométriose avec une altération des ovaires et du milieu dans lequel va se développer ces ovules. Quand il s'agit d'une baisse importante de la spermiogénèse chez l'homme, surtout quand il y a des anomalies importantes, là aussi ça peut influer sur les chances de grossesse. Et bien sûr, il y a aussi le développement de l'utérus, là où nide l'embryon, où se fait l'anidation. L'endomètre a un rôle de plus en plus important aujourd'hui. Et on sait qu'il y a un dialogue entre l'embryon et l'endomètre. L'endomètre, c'est la partie interne qui tapisse l'utérus, dans laquelle se développe le bébé, l'embryon. Il y a un dialogue qui est extrêmement important. Et donc, dans une tentative, le dialogue va être positif, c'est-à-dire que l'embryon va être plus facilement capté ou moins bon, et donc l'embryon va être rejeté, si vous voulez, par cet endomètre. Et bien sûr, il y a les critères liés au centre, c'est important, comme dans tous les domaines médicaux. Il y a des centres qui sont certainement un peu plus performants que d'autres, qui mettent un peu plus de qualité, des conditions de culture embryonnaire qui sont plus drastiques, une étude de dossier, etc. Ça, c'est le relatif à toute la médecine. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a aussi... on a des domaines... Parce qu'il y a aussi des couples qui disent, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on fait quelque chose de mal? Donc, au-delà de l'organisme, au-delà des compétences du centre, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la qualité de vie ou au niveau des pratiques qu'il faut éviter lorsqu'on a un recours à une FIV, parce que sinon ça peut faire rater, ou au contraire ça peut encourager? On va conclure sur ce point. Je vois que vous avez fait pas mal de recherches et vous avez probablement discuté avec pas mal de couples. Écoutez, dans notre pratique quotidienne, malheureusement, nous ne voyons pas que des succès en FIV, nous voyons aussi pas mal d'échecs. Et les couples toujours se posent les mêmes questions et ils viennent pour nous dire, la dame surtout, vous savez, je me suis reposé, je ne me suis pas levé, j'ai rien fait, pourtant ça n'a pas marché. Il est peut-être important, pour les couples qui regardent aujourd'hui, de leur dire d'abord qu'après une FIV, on recommande une vie pratiquement normale. Bien sûr, ce qu'il faut éviter, dans certains cas, c'est les rapports sexuels dans la semaine qui suit le transfert de l'embryon. Et pour certains cas même, on le recommande, mais c'est des cas particuliers. Elles peuvent exercer leur activité physique normale, elles peuvent faire un peu de sport, ça c'est important. Je vous donne un titre d'exemple, et ça je le dis aux couples pour les rassurer. Une femme qui tombe enceinte normalement, elle s'en rend compte quand? 15-20 jours après le début de la grossesse. Entre-temps, elle a fait son sport, elle a voyagé, elle a pris l'avion, elle a pris la voiture, elle est passée par des dos d'âne. Et donc, il y a effectivement quelques précautions à prendre. C'est d'abord une hygiène alimentaire, ça aide un peu. Éviter le tabac, ça massacre la fertilité. Je n'exagère pas. Tous les couples qui n'ont pas arrêté de fumer, même quand on leur donne des petits traitements qui améliorent la qualité des on va se quitter sur cet appel, professeur Sfrewi, d'arrêter de fumer. On ne va pas attendre le mois de mai pour la journée mondiale de lutte contre le tabac pour en parler. Mais voilà, on va se quitter sur ce point qui est très très important. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps, d'avoir renseigné nos téléspectateurs ce soir par rapport à ce sujet extrêmement important. Et voilà, on espère qu'on a apporté un petit peu d'éclairage et d'informations aux couples qui passent à travers cette phase un petit peu délicate de la FIV et cette tentative d'arriver à avoir ce petit bout de chou et de le ramener à la maison. Professeur Omar Sfrewi, président de la Société marocaine de reproduction et de médecine fœtale,
professeur de gynécologie. Très très bonne soirée à vous. Merci à tous en régie. Merci aux téléspectateurs, vous qui nous regardez ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour le best-of et prenez soin de vous. Au revoir.